Bonjour Bassam Tan. Bonjour Frédéric Saillot de Razi Express. Alors nous sommes le lundi 19 septembre et samedi dernier nous avons appris que la coalition dirigée par les États-Unis avait bombardé les positions de l'armée syrienne à Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie. Washington prétend qu'il s'agit d'une erreur et que dès que les Russes avec qui ils sont en contact leur ont appris qu'ils bombardaient l'armée syrienne, l'opération a été stoppée. Avez-vous des informations sur cet événement et croyez-vous à une erreur, Bassam Tan? Une erreur? Pas du tout. Il ne s'agit pas d'une erreur, je vais essayer de le démontrer. Voyez-vous, juste avant ce bombardement, il y a eu un mouvement de Daesh contre une colline tenue par l'armée syrienne régulière. Il y avait une petite caserne. Et suite à cette avancée de Daesh, cette attaque contre l'armée, il y a eu le bombardement. Donc il est très difficile, comme c'est un peu synchro, comme on dit, de croire à une erreur. Surtout que les autres attaquaient, donc les Américains auraient pu bien voir qui attaquait qui. Et là, en l'occurrence, c'était Daesh qui avançait pour prendre cette colline stratégique. Quelle est l'importance de cette colline? Parce qu'elle surplombe l'aéroport de Deir ez-Zor. Et l'aéroport de Deir ez-Zor est un des rares aéroports encore tenus par l'armée régulière syrienne à l'est de la rive de l'Euphrate. Pourquoi je dis à l'est de la rive de l'Euphrate? C'est très important. C'est que les Américains, dans leur projet, n'est-ce pas, de faire éclater la Syrie, ils considèrent que l'Euphrate et tout l'Est est une ligne rouge pour l'armée régulière syrienne et le Hezbollah, les alliés et même les Russes. Parce que les faucons parmi les Américains ne sont pas d'accord sur cet accord avec Lavrov. Et quand on connaît bien le fonctionnement de l'État américain, vous savez, l'armée peut agir, dans certains cas, sans avertir l'administration centrale, sans avertir la Maison-Blanche. Ceci dit, il y a une violente opposition entre la CIA, le Pentagone, l'administration centrale, la Maison-Blanche, tout cela nous montre qu'il y a une opposition, une division. Le camp des faucons veulent absolument provoquer la Russie pour faire capoter cette trêve et cet accord qui n'est pas de leur goût. Parce que jusqu'à maintenant, les faucons n'ont pas avalé le fait que les Russes, qui depuis longtemps avaient une toute petite base à Tartous maritime, mais qui n'était pas armée, il n'y avait pas des S-300, S-400, il n'y avait pas toute cette force aérienne de frappe, de missiles et tout. Et voilà que les Russes sont là. Alors, pour provoquer les Russes et les pousser à la faute, ils ont donné l'ordre de bombarder justement cette colline qui surplombe l'aéroport. Alors évidemment, il y a eu 62 morts, des dizaines de blessés parmi l'armée, et c'était, on ne peut pas croire, si vous voulez, à une erreur, puisqu'il y avait la trêve. Alors au nom de quoi les Américains venaient violer cette trêve, Alors, les Russes ne se sont pas pris au jeu des Américains, si je puis dire. Ils n'ont pas tout de suite répondu, parce que le plat de la vengeance, comme on sait, se mange froid. Mais quand même, qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, violation de la trêve. Ils ont compris que, le message américain, vous avez Alep, vous encerclez les islamistes, ben nous, on ne vous permettra pas de garder cet aéroport et les autres points, parce qu'il y a d'autres points où l'armée régulière syrienne est de l'autre côté de l'Euphrate, rive est,
Et voilà, alors les Russes ont bombardé Alep quelques heures après. Ils ont bombardé. Vous voulez dire la partie d'Alep La partie islamiste. La partie islamiste a été. Dans l'est d'Alep. 4-5 quartiers ont été bombardés. Pourquoi ça a été bombardé? Enfin, parce que aussi les Russes ont dit que les islamistes profitaient de la trêve à Alep pour se regrouper et pour attaquer. Pourquoi les Américains également ont fait ça? Parce que les Américains s'attendaient à ce que l'armée syrienne régulière se retire de cette artère d'approvisionnement qui est le Castello. Le Castello, c'est une route qui vient de Turquie, qui arrive à Alep. Elle était tenue par les islamistes pendant des mois. L'armée syrienne les a délogés. Et là, ils veulent, dans une lettre avant tout cela, les Américains ont exprimé aux islamistes, leurs alliés, qu'il fallait exiger le retrait des forces régulières de cette route, cette autoroute de Castello. Alors évidemment, l'armée syrienne régulière ne l'a pas fait. Parce qu'actuellement, même cette route de Castello sert à l'armée syrienne pour s'approvisionner et approvisionner les quartiers loyalistes. Bassam, êtes-vous au courant, y a-t-il une coïncidence avec l'avancée des troupes turques vers le sud, à partir des positions qu'elles occupaient depuis une quinzaine de jours, voire 3 semaines? Aussi, il y a eu des accrochages entre l'armée syrienne libre, enfin libre entre guillemets, c'est Al-Nusra. Et là, vous faites bien de me poser la question. En fait, le grand désaccord dans cet accord russo-américain, c'est définir d'abord qui est Daesh, où se trouve Daesh, et d'une, où est Al-Nusra, et où sont les rebelles modérés de l'armée syrienne libre. Les Américains avaient dit oui, mais quand Moscou a décidé de rendre publiques les clauses secrètes de l'accord, là, les Américains ont fait marche arrière au Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils allaient contre leurs alliés, à savoir le Qatar, les pays du Golfe, l'Arabie saoudite et même la Turquie, parce que la Turquie soutient toujours Al-Nusra. Donc, là, les clauses secrètes de cet accord concernent la localisation précise de chaque groupe de rebelles. Alors justement, j'ai une question à vous poser à ce sujet, mais avant cela, je relève, Bassam Tahan, que vous nous apprenez, vous nous donnez une information extrêmement importante, dans la mesure où dans la presse, il a été fait état d'une avancée de Daesh suite au bombardement de Deir ez-Zor par l'aviation américaine de la coalition, alors que vous dites que cette avancée a eu lieu avant et que l'offensive aérienne a eu lieu en appui. C'est ça. La presse russe a fait état également de la durée de ces bombardements qui ont duré 67 minutes, c'est-à-dire un laps de temps assez considérable pour prétendre à une erreur. D'autre part, comme vous l'avez bien dit, ils avaient tous les moyens d'observer à qui ils avaient affaire dans la mesure où il y avait un drone d'observation dans cet équipage. Alors, enfin, la presse russe a relevé qu'une opération de cette importance ne pouvait avoir lieu que sous très haut commandement. Donc, ça rejoint... C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, si vous voulez. Un très haut commandement, mais apparemment, d'après la littérature concernant, n'est-ce pas, le déclenchement d'hostilités ou de bombardements, il paraît que l'armée américaine qui est chargée de cette affaire-là n'est pas sous contrôle direct de la Maison-Blanche. C'est-à-dire, le chef des armées du coin peut décider d'une attaque. Et ça, j'ai vérifié, j'ai demandé à des experts américains qui m'ont dit oui. Et là, alors, c'est là où c'est intéressant. La Maison-Blanche a endossé, et là, ils ne pouvaient pas dire non, ils ont dit que c'est une erreur. Et ils se sont excusés. L'important aussi, c'est que l'armée syrienne a vite réagi et repris la colline. Et là, les rebelles prétendent qu'il y a un avion syrien de combat qui a été abattu. Ça prouve quoi? Ça prouve que ces rebelles Daesh ont des missiles sol-air contre les avions. Ça, on le savait
celui qui a payé ces missiles, c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ces missiles se trouvent toujours en Turquie. La Turquie, au début, les distribuait, je dirais, au compte-gouttes. Hein? Mais là, comme il y a eu un rééquilibrage avec l'entente turco-russe, il y a moins de missiles. Mais ceci dit, ces missiles existent. La preuve en est, c'est que l'avion a été abattu. Et c'est pourtant, la Syrie a d'excellents avions russes. Bon, c'est que... Et c'est aussi la preuve que la Syrie ne veut pas aller provoquer les Américains, mais répond d'une manière, disons, pas exagérée. Modéré. Modérée. Voilà. Vous avez bombardé. L'armée syrienne a également bombardé Hama et elle a également bombardé la banlieue de Damas. Donc on a 4 endroits qui ont été bombardés. Puisque là, alors, les islamistes ne veulent pas de cette trêve. Et ça va avec les Américains qui veulent tout simplement prolonger pour arriver aux nouvelles élections. Alors justement, Bassam Tahan, concernant les responsabilités de cet incident et ses conséquences sur l'évolution de la situation en Syrie, cet incident, il intervient 6 jours après l'entrée en vigueur de l'arrêt des combats qui devait conduire à justement une coopération entre Russes et Américains pour combattre l'État islamique et Al-Nosra. Parce qu'en effet, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 9 septembre, Kerry et Lavrov sont parvenus à un accord à Genève pour un règlement en Syrie, détruire l'État islamique et Al-Nosra, et parvenir à un accord pour une solution politique en Syrie entre Damas et l'opposition modérée. Et relancer les négociations. Mais toute la difficulté dans la réalisation de cet accord repose sur les réticences de Washington à distinguer sur le terrain l'opposition dite modérée des terroristes. Il faut savoir qui on bombarde si on coopère. Cet incident n'intervient-il donc peut-être pas par hasard? Qu'en pensez-vous, Bassam Tahan? Alors, c'est sûr que les Américains ne voulaient pas qu'on publie cela. Mais là, le représentant russe aux Nations Unies l'a dit que c'est en fait les Américains ne veulent pas que l'on dise qui est Daesh, qui est Al-Nusra, qui sont les rebelles modérés. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Les faucons dans toute cette affaire-là, et bien avant, cherchent une chose. C'est que ce qui me pousse à cette analyse, c'est qu'ils avaient promis de prendre Mossoul il y a 2 mois. Ben pourquoi l'armée irakienne, avec des Américains, des alliés, n'a pas repris Mossoul? On nous parlait de la bataille de Mossoul sans doute en juillet. Donc voilà, en septembre, ils n'ont pas bougé. C'est que ça rejoint des avis d'instituts de recherche américains qui ont conseillé la Maison-Blanche de créer un État sunnite qui serait entre l'Irak et la Syrie. Donc tout l'Est, la rive Est de Deir ez-Zor, ce serait partagé avec les Kurdes, les sunnites, une sorte, sunnite, ça s'oppose à chiite, comme tout le monde sait, une sorte de Sunna-Stan, ou Sunnite-Stan, c'est-à-dire un pays des sunnites. Parce que, comme ils ont vu qu'ils avaient perdu la bataille de l'Irak, l'Irak est actuellement gouverné majoritairement par des chiites. Le nord de l'Irak est déjà kurde et autonome. L'Iran s'entend très bien avec son allié irakien central, qui est chiite. Et là, on a l'axe de la résistance, Russie, Syrie, Hezbollah, Irak, Iran. Vous ajoutez à cela tout ce qui se passe dans le Golfe, les Zaïdites Houssis chiites du Yémen, la majorité chiite du Bahreïn, cette île. Donc, les Américains continuent cette idée. Leur grand rêve, c'est de détruire les têtes de Daesh, mais créer un État pour les sunnites pour équilibrer. Et ça affaiblirait la Syrie, ça la priverait du pétrole du Nord, de l'Euphrate, ça appauvrirait vraiment la partie de la côte. Sans Daesh, mais avec qui? Alors, avec, selon eux, justement, des sunnites modérés. Mais allez voir alors qui sont ces sunnites modérés. Si déjà ils considèrent que Al-Nusra, qui est apparenté à Al-Qaïda, est modéré, où va-t-on? Ça rejoint une vidéo qu'on avait fait ensemble, Frédéric Saillot. C'était
les États-Unis cherchent à détruire l'islam de l'intérieur. Mais ce n'est pas uniquement ça, ils détruisent l'islam de l'intérieur. Et un jour peut-être, je ne sais pas, si ce n'est pas Clinton qui arrive au pouvoir, peut-être que Trump va entrer en guerre plus ou moins déclarée avec les pays du Golfe. Mais là encore, les Américains veulent prolonger, mettre en échec cette trêve en attendant que Clinton arrive, parce qu'elle a promis qu'elle va contre l'accord nucléaire avec l'Iran, elle va déboulonner Assad, et elle a d'autres projets. Donc, vous voyez, cette provocation américaine est très lourde de sens. Ça montre à quel point il n'y a pas un pouvoir de décision central en Amérique. Les rouages de l'État font que on peut provoquer, comme maintenant, une attaque qui a causé des dizaines de morts, et la Maison-Blanche est obligée de jouer le jeu et de dire que c'est une erreur. Hein. Mais tout ça donne, si vous voulez, une mauvaise idée des Américains. Ils sont donc en position de faiblesse. Ils sont en position de faiblesse, surtout qu'ils savent très bien que eux, dans le Golfe, ils ont parsemé le Golfe de bases militaires, alors que la Russie n'en avait pas. Et là, il y a une base de grande valeur. Je ne vois pas vraiment l'armée américaine. Peut-être que l'armée américaine cherchait à entraîner les Russes à une vive réaction et qui détruirait vraiment la Syrie, Mais les Russes sont prudents, surtout en ce moment. Peut-être aussi, il faut voir pourquoi le moment est choisi avec les élections législatives en Russie. Absolument, oui. Alors, ils se sont dit peut-être que ça permettrait de déstabiliser si les Russes venaient à prendre un coup en Syrie suite à cette provocation. Mais là, je crois, la situation est très bien maîtrisée par l'armée syrienne et les Russes. Alors, le Conseil de sécurité, c'était pourquoi? C'était pour démasquer les États-Unis. Les Russes ont dit, nous, on est prêts à publier les clauses secrètes. Mais pourquoi vous, Américains, vous ne voulez pas publier les clauses secrètes? Ça montre qu'ils sont mal à l'aise. Et c'est de là qu'est venu ce coup des faucons qui commandent l'armée et qui ont commandé cette attaque. Ils sont mal à l'aise sur leurs alliés en Syrie. Voilà, et je crois que, si vous voulez, les Américains, dans toute cette affaire, ont beaucoup perdu de leur crédibilité. Et puis, tout le monde s'attendait à ce que ça s'enflamme, et déjà les Saoudiens se frottaient les mains. Vous voyez, l'Amérique provoque les Russes, elle bombarde en... Oui, mais la réponse a été mesurée. C'est vraiment un grand artiste, ce Poutine, avec son ministre de Défense. Il gère ça avec beaucoup de maestria et des nerfs de plomb, vraiment d'acier, hein, avec sa victoire aux législatives, ses déclarations, comme si de rien n'était. Ça montre quand même un pays tranquille et fort, contrairement à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec les attentats. Eh bien, merci Bassam Tahan pour ce point d'actualité extrêmement intéressant. Merci Eurasie Express et je vous félicite pour votre persévérance pour suivre l'actualité chaude et si rapidement. Toutes nos félicitations à vous aussi, Bassam Tahan. Merci. À bientôt. Merci.